Bonjour à tous. Notre débat s'intitule « Faut-il investir dans l'Europe ?» et non pas « Faut-il investir en Europe ?» Tout le monde aura saisi la nuance de ce petit « dans ». Forcément, ce sera un débat économique puisque ce sont les rencontres économiques d'Aix, mais pas seulement. Chacun de nos invités, vous les avez tous reconnus, vu leur parcours et leur envergure, ont tous une vision économique, mais une vision plus large aussi de pourquoi il faut investir ou pas dans l'Europe aujourd'hui. On a Pascal Lamy avec nous, ancien directeur général de l'OMC, Bernard Queré qui est au comité directeur de la Banque centrale européenne. Benoît Queré, pardon Benoît. Alors qu'on a passé notre week-end ensemble. Je suis désolée. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Peter Ricketts qui est ambassadeur du Royaume-Uni en France. Gerhard Krome qui est président du conseil de surveillance de Siemens. Et Jean-Dominique Sénard qui est PDG de Michelin. C'est Patrick Artus qui est à côté de moi qui a coordonné pour le cercle cette rencontre et qui va s'adresser à vous dans quelques instants. Je vous rappelle juste le déroulé. Chacun de nos intervenants va avoir son propos, sa vision, un court exposé musclé, étonnant, percutant, innovant. Ils ne manqueront pas tous de s'interpeller les uns les autres, évidemment. Chaque prestation durera environ 6-7 minutes. Il y aura la question de notre étudiant Loïc qui doit être à côté de moi, voilà, à droite. Et puis, on va privilégier aussi l'échange dans la salle avec vous. Alors, vu la qualité de nos intervenants, vous l'aurez compris, moi, j'aurai surtout le rôle de maîtresse du temps, même pour vous, Patrick. Et c'est à vous. Comment, surtout. Bien. Bonjour à tous. Merci, Patricia, de cette introduction. Donc, je vais essayer de dire 3-4 choses percutantes, puisque c'est ça que... évidemment, vous avez tous vu, et Patricia l'a dit, investir dans l'Europe, ça veut dire que nous ayons à nouveau envie d'avancer, de faire progresser l'Europe, que nous soyons capables de rétablir la confiance dans l'Europe. Et je crois ici qu'il y a 4 problèmes, et je pense que c'est quelque chose qui va ensuite être détaillé par les autres intervenants de cette table ronde. Il y a un problème d'institutions politiques. Les institutions politiques sont extrêmement compliquées, comme vous savez, en Europe. Il y a 2 exécutifs, il y a la Commission et il y a le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement. Il y a le Parlement européen, donc qui est normalement le législatif européen, mais il y a les parlements nationaux. Et on voit bien qu'on n'a pas tranché dans l'organisation institutionnelle de l'Europe parce qu'on n'a pas envie de trancher sur ce que ça signifie pour l'avenir. Le choix fédéraliste, si on peut appeler ça comme ça, d'avancer vers un État européen, c'est le choix évidemment que soutiennent beaucoup de parlementaires européens, je pense à Sylvie Goulard par exemple, qui est d'avancer vers une commission qui est l'exécutif et un Parlement européen qui est le législatif européen. Et ce choix ne plaît pas du tout à tout le monde, et je crois que Peter Ricketts nous dira que c'est un choix qui ne lui plaît pas du tout, parce qu'évidemment, il dépouille les États du pouvoir exécutif. Donc je crois qu'il va falloir qu'on choisisse. Est-ce qu'on veut une Europe qui avance vers une structure normale, donc exécutif, commission et parlement, ou est-ce qu'on veut garder un rôle majeur aux États, peut-être de façon un peu provocante? Moi, je pense que garder un rôle aux États est utile. J'ai peur que si on donne le rôle à la Commission, dans une Europe qui sera à 30, 32, on ne sait pas combien, ce soit quelque chose de complètement homogène, et on n'a pas besoin d'homogénéité, on a besoin de coopération renforcée entre certains pays. Peut-être qu'il n'y aura plus de dynamisme dans ce sens si on donne le pouvoir exécutif au chef d'État plutôt qu'à la Commission, mais c'est un point qui me paraît important. Deuxième sujet, les institutions économiques et l'économie. On peut dire autrement, va-t-on sortir de l'austérité? Et ma réponse est, si on ne change pas les institutions économiques, non, on ne va pas sortir de l'austérité. Que se passe-t-il? Et je vais vite. Dans les pays périphériques de la zone euro, vous avez des économies qui sont désindustrialisées et pas de façon anormale. Je crois que c'est un point de débat avec Benoît à ma gauche. Ce n'est pas les mauvaises politiques qui font que le Portugal est peu industriel, c'est parce que le Portugal, à la périphérie de la zone euro, est normalement peu industriel. Le South Dakota n'est pas très industriel, quoi. Et ces pays peu industrialisés, on leur demande d'équilibrer leur commerce extérieur puisqu'il n'y a pas de transferts fédéraux, qu'il n'y a pas de budget fédéral. La seule façon d'équilibrer votre commerce extérieur, si vous êtes désindustrialisé, c'est d'être pauvre. Donc l'ajustement par la pauvreté, ce n'est pas une transition qui permet d'améliorer la gouvernance ou les politiques, c'est le fonctionnement normal de l'UE.
hein, de la zone euro, pardon, pas de l'UE. Et donc l'austérité est une caractéristique permanente de la périphérie de la zone euro, pas une caractéristique transitoire, et c'est évidemment totalement insupportable. Donc il faut changer les institutions économiques. Troisième point, je vais très vite, je voudrais redire ce qu'a dit John Lipsky il y a quelques secondes, parce que c'est pire pour l'Europe que, quelques minutes, pour l'Europe, pour la zone euro, que pour le reste du monde. La croissance potentielle, c'est-à-dire ce que nous savons faire comme croissance à long terme, est devenue misérable. Dans la zone euro, c'est probablement 0,2% par an. Hein. Et ceci est absolument catastrophique. Si la perspective pour les populations, c'est 0,2% par an de croissance, ça veut dire qu'un jeune qui rentre sur le marché du travail sait que, compte tenu du vieillissement, il aura un pouvoir d'achat plus faible en partant à la retraite qu'aujourd'hui en rentrant sur le marché du travail. Pour rétablir la confiance dans l'Europe dans ces conditions, c'est pas simple. Et bien entendu, ceci fabrique un potentiel de conflit considérable entre des catégories qui essaieront de s'en tirer au détriment des autres. Donc on va vers un corporatisme démultiplié dans l'absence absolue de potentiel de croissance. D'où l'intérêt quand même de ce que nous discutons depuis 3 jours. Mais malheureusement, ce n'est pas que l'investissement, hein. C'est aussi les institutions, c'est aussi l'inefficacité croissante de la recherche-développement dans plein de secteurs. Et c'est un problème totalement catastrophique. Et puis, dernier point, il faut faire du concret. C'est assez facile d'avoir des envolées très sympathiques, hein, où on explique qu'il faut que la BEI ait plus de capital pour investir plus. Mais il faudrait donner aux Européens, que ce soit d'ailleurs les entreprises, et on va parler avec Gerhard et Jean-Dominique, ou les ménages, les citoyens, des choses concrètes qui puissent attribuer à l'Europe. Alors dans le domaine des entreprises, peut-être une visibilité sur les prix de l'énergie, hein, des choses concrètes, quoi, c'est-à-dire pas des machins pour intellectuels, hein. Peut-être aussi pour les entreprises, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des États-Unis? Est-ce qu'on va se faire allumer toutes nos banques les unes après les autres sans bouger, hein. Et puis du côté des ménages, l'éducation, hein, il y a plein d'argent européen dans la recherche et l'université, il n'y a pas d'argent européen dans l'éducation secondaire. Pourquoi on ne met pas de l'argent européen dans le secondaire, hein? Et donc je crois qu'il y a, et puis je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je m'arrête là, donc je crois que ceci est important. Dernier point, il ne faut pas l'oublier, et je finis là-dessus, et je crois que Gerhard Krome veut en parler, on a quand même un élément de flexibilité nouveau qui s'est introduit, que les économistes ont appelé du nom abominable d'arrangement contractuel. Ça veut dire qu'on accepte aujourd'hui l'idée de donner de la flexibilité macroéconomique aux pays qui font des réformes. Hein, des réformes qui vont accroître justement leur croissance potentielle. C'est une très bonne idée. Simplement, il faut se rendre compte à nouveau qu'il faut être précis. Hein, c'est facile. Réforme structurelle, c'est un truc, enfin, je veux dire, tout le monde dit ça, mais ça ne veut rien dire. Donc, il va falloir que la Commission européenne soit capable de dire à tel ou tel pays, voilà ce qui ne va pas chez vous, et vous n'aurez la flexibilité de votre budget ou le soutien de la BCE que si vous faites cette réforme-là. Et vous voyez que ça peut être très, très intéressant. Par exemple, dans le cas de la France, on pourrait imaginer que la Commission dise « ça serait pas mal de baisser le salaire minimum ». Donc, vous voyez que ça va passer tout seul, hein, comme proposition. Et donc, il faut aussi, là, sortir de la généralité et voir ce que, précisément, les pays peuvent mettre en place. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Bon, le critère de percutant a été rempli. Hein, on va donner d'abord la parole à Pascal Lamy, européen s'il en est, qu'on ne présente plus, un ancien commissaire, ancien bras droit de Jacques Delors. Pascal Lamy, alors que l'Europe traverse une crise de confiance et une crise économique, on vient de le voir notamment avec le résultat des dernières européennes, comment on redonne confiance? Est-ce que ça passe notamment... Pascal Lamy, avec une refonte ou des institutions européennes orientées ou construites différemment, comme le soulignait Patrick à l'instant. Merci. Je vais concentrer ce court propos introductif sur un des points que Patrick Artus a mentionné, qui est l'affaire du potentiel de croissance. Nous avons certes des problèmes institutionnels, je pense que ce sont des problèmes de carrosserie, et que ce qui compte, c'est de s'intéresser au moteur. Or, le problème européen à horizon de 10-15 ans d'ici, qui est celui qu'on doit regarder quand on se pose la question de savoir s'il faut investir dans l'Europe, le paysage tel qu'il se présente, à horizon de 10-15 ans, c'est une croissance européenne de l'ordre, tendance de long terme de 1,5%. À court terme, je suis d'accord avec Patrice, c'est moins que ça, mais disons... À 10-15 ans, c'est 1,5%. Les États-Unis, c'est 2,5-3%.
les pays émergents, c'est de l'ordre de 6%. Donc si on regarde l'Europe dans ce monde, ce qui distingue l'Europe, c'est une croissance, un potentiel de croissance de long terme beaucoup plus faible qu'ailleurs. En gros, 2 fois plus faible qu'aux États-Unis et 4 fois plus faible que dans les pays émergents. Ceci, à mon sens, est un problème dramatique parce que ce qui fait l'identité européenne dans ce monde, c'est son modèle social. C'est ce qu'on appelle dans le traité l'économie sociale de marché. C'est ce que Merkel définit quand elle parle souvent d'une Europe qui fait 7% de la population mondiale, 20% de l'économie mondiale et 50% des dépenses de sécurité sociale dans ce monde. Or, à 1,5 de croissance, de sentier de croissance de long terme, ce modèle social ne tient pas. Il est basé sur une très forte redistribution en comparatif avec les autres zones de ce monde, et à 1 ou 1,5% de croissance, le débat politique se crispe inévitablement sur le partage. Dès lors qu'on redistribue de l'ordre de 50% de la richesse qu'on crée, il est normal qu'une partie du débat politique se crispe sur le partage. Donc cette faible croissance est pas seulement un problème d'emploi, c'est un problème d'emploi, c'est un problème beaucoup plus fondamental, c'est un problème d'identité, c'est l'identité du modèle économique et social européen qui est menacé à long terme si l'on reste sur ce sentier de 1,5. Pourquoi 1,5 ? En gros, c'est assez simple, hein, on a, disons, 2% de productivité de tendance long terme, moins 1,5% de réduction tendancielle de la population active, ce qui est dû à la régression démographique européenne avec le Japon et avec la Russie. Ce sont les seules zones dans ce monde qui sont dans cette situation. Et donc, pour faire bref, comment faire mieux ? Soit on s'intéresse à la réduction de la population active. La réponse à ça, tout le monde la connaît, ça s'appelle l'immigration. C'est la réponse que l'histoire et le bon sens nous donnent. Je pense qu'il est honnête de dire que les peuples européens ne sont pas encore, disons, culturellement, dans une attitude qui ressemblerait à ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en Australie. Donc il passera de l'eau sous les ponts avant que la culture politique européenne accepte que l'immigration est la solution à la survie du modèle social européen. Donc de ce côté-là, peu d'espoir. Restent les 2% de productivité, et c'est là qu'il faut arquer, si je puis dire. Et la bonne question, pour répondre à la question de savoir s'il faut investir dans l'Europe, c'est qu'est-ce que le niveau européen peut apporter d'augmentation de cette productivité à long terme. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble mieux que ce que les pays de l'Union européenne font individuellement, séparément. Ça a toujours été la question fondamentale de la construction européenne. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être aussi clair que possible. Schématiquement, toujours risqué d'être schématique, je dirais qu'un tiers de la réponse est au niveau européen, 2 tiers est au niveau de chacun des États membres, mais que, disons, la synergie entre le tiers européen et les 2 tiers qui doivent être faits dans les États membres en termes de réforme de structure est évidemment cruciale. 4 pistes pour la discussion. Qu'est-ce qu'on fait mieux ensemble que séparément ? Évidemment, le marché intérieur, qui est le grand atout géoéconomique de l'Europe, c'est, et ça va rester pour de longues années, le plus grand, le plus profond, le plus riche marché du monde. Nous n'en avons exploité les économies d'échelle que partiellement. En gros, en matière de biens, en matière de services, on est probablement à 40% du chemin. Si on compare la productivité de l'économie américaine et de l'économie européenne, une des grandes différences est dans la productivité des services. Alors je sais que ça n'est pas très populaire en France, où on est toujours dans l'idée que la croissance, c'est des usines qui fument, mais ça n'est pas là qu'est le problème
de productivité européenne dans l'avenir. D'ailleurs, il suffit de regarder le solde extérieur de l'Union européenne en matière industrielle. Aujourd'hui, ça se passe très bien au niveau global. Donc le marché intérieur, et notamment en matière de services, les infrastructures, il y a un déficit de financement des infrastructures, notamment en matière de transport, d'énergie et d'économie digitale. C'est évidemment quelque chose qu'on ferait mieux au niveau européen. Troisièmement, tout ce qui touche à la frontière technologique, l'Europe a régressé dans son occupation de la frontière technologique au cours des 30 dernières années. Il n'y a là, à mon avis, rien de fatal, sauf que nous éparpillons en matière de recherche, en matière d'innovation, en matière de développement. Nous continuons à éparpiller de la recherche publique et privée, alors que nous savons, que ce soit dans les technologies de l'information, dans les nanotechnologies, dans les biotechnologies, dans les sciences du cerveau, nous savons qu'il faut concentrer les moyens. Et enfin, tout ce qui touche à la transition énergétique, qui est aussi, d'un certain point de vue, fait partie d'une certaine identité européenne, et dont nous savons parfaitement que, jusqu'à présent, il n'y a pas de modèle européen commun dans la transition énergétique, et c'est évidemment quelque chose qui pèse énormément. Donc voilà, en gros, 4 pistes que je soumets à l'intention des panélistes sur cette tribune. Je termine en disant qu'il y a aussi là-dedans, et je reviens à mes chiffres de départ, 1,5, 3, 6, il y a évidemment là-dedans un enjeu de compétitivité. Si je traduis ces 3 chiffres, ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, 90% du supplément de demande qui sera adressé à l'Union européenne viendra d'ailleurs. La croissance du monde, elle est ailleurs. Et la solution consiste évidemment à aller la chercher où elle est. C'est ce qu'ont fait relativement bien un certain nombre de pays européens au cours des 5 ou 10 dernières années, mais ceci implique évidemment un enjeu de compétitivité, coût, hors coût, énergie, et nous savons qu'on a là aussi un problème majeur dans, disons, le renversement des prix sur les marchés énergétiques mondiaux, et notamment aux États-Unis. Et ceci n'est probablement pas une affaire essentiellement européenne, mais une affaire nationale. Les questions d'amélioration de la compétitivité, nous sommes bien placés pour le savoir en France, sont d'abord des questions qui dépendent des structures nationales et des politiques nationales. Merci. Merci beaucoup, Pascal Lamy. On a entendu les pistes que vous évoquez. Il y a aussi ce constat sévère que vous faites d'identité je vous cite, d'un modèle économique européen menacé. Ça va faire réagir, j'imagine, Benoît Cœuré, qui est aux premières loges en tant que membre du directoire de la BCE. Est-ce que vous partagez le diagnostic plutôt assez sévère, assez sombre de Pascal Lamy sur l'état actuel de ce modèle, Benoît ? Oui, bonjour et merci Patricia. Oui, je partage le diagnostic sévère, mais moi je suis optimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je voudrais commencer par dire que je trouve que le point de départ qui a été pris ici, qui est le point de départ de l'investissement, est exactement le bon pour parler de la croissance européenne. La zone euro, alors je vais me centrer sur la zone euro qui est un peu ma raison sociale. La zone euro a un déficit d'investissement absolument majeur. Les niveaux d'investissement productif dans la zone euro sont aujourd'hui en moyenne de 20% plus bas qu'avant la crise. Dans certains pays, c'est jusqu'à 50% plus bas qu'avant la crise. Donc la moitié, on investit moitié moins dans certains pays de la zone euro qu'en 2007, pour simplifier. La situation économique actuelle est assez préoccupante en termes, voire très préoccupante, et c'est l'héritage de la crise. C'est un chômage élevé, notamment un chômage des jeunes extrêmement élevé. C'est des niveaux de dette publique et privée qui sont extrêmement élevés. Et c'est une croissance faible, ça a été dit par les 2 intervenants précédents. Et je dois dire que s'il faut mettre son doigt mouillé sur la croissance des 10 ou 15 prochaines années, je serai plus proche du chiffre de Patrick Artus que de celui de Pascal Lamy. Donc cette situation de départ n'est pas satisfaisante. Et la seule manière d'en sortir, c'est d'investir. Donc on ne se débarrassera pas de l'héritage de la crise, notamment en accumulant de nouvelles dettes sur les anciennes dettes.
on se débarrassera de l'héritage de la crise en augmentant le taux de croissance. Donc on sortira de la crise par la croissance, on ne sortira pas de la crise en rajoutant de la dette à la dette. Donc il faut investir. Et pour reprendre le titre de la session, la thèse que je vais développer en quelques minutes, c'est que si on veut investir en Europe, il faut investir dans l'Europe. Donc c'est une condition nécessaire parce que l'économie européenne est tellement intégrée qu'il n'y a aucune stratégie de croissance, d'investissement non coopérative au niveau national qui soit soutenable. Et on a besoin du cadre, notamment du cadre réglementaire de l'état de droit qui est à notre disposition et qui est au niveau européen. Donc pourquoi est-ce qu'il faut investir dans l'Europe ? Il faut investir dans l'Europe pour recréer de la stabilité. Et la stabilité, c'est une condition de l'investissement parce que c'est la visibilité qui permet aux entrepreneurs de former leurs projets sur le long terme. Cette stabilité, aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'est pas là, puisqu'on a un degré d'incertitude, de confusion, d'anxiété économique élevé dans la zone euro, et particulièrement en France, mais aussi ailleurs dans la zone euro. Et donc, il faut recréer de la stabilité. Alors, la stabilité, c'est la stabilité monétaire, ça, la BCE s'en occupe. On a, je crois, été clair sur le fait que les taux d'intérêt resteraient très bas, très proches de zéro, pendant une période très longue, quels que soient les développements dans le reste du monde. Donc il faut s'attendre à une divergence entre les conditions monétaires dans la zone euro et aux États-Unis, au Royaume-Uni, où les taux vont à un moment ou à un autre remonter. Et cette stabilité monétaire, c'est pour créer un environnement financier qui permet aux entrepreneurs de ne plus se préoccuper des conditions d'emprunt. Et on essaie aussi de s'attaquer à la transmission de ces conditions d'emprunt à travers les opérations qu'on a annoncées le mois dernier, qui feront en sorte que les banques prêteront vraiment aux entreprises et aux ménages. Et ne se contenteront pas de taper le guichet de la BCE. Donc ça, on s'en occupe. La stabilité, c'est aussi la stabilité financière. Ça signifie de ne pas écouter les sirènes du secteur financier qui expliquent, notamment d'ailleurs dans ces journées, qu'il y aurait une sorte de trade-off, d'arbitrage entre la stabilité financière et la croissance, et qu'en relâchant les règles de prudence sur les banques, on va créer plus de croissance. Bon, ça, je n'y crois pas du tout, et je pense qu'on a suffisamment souffert de la crise financière pour être convaincu qu'il faut un cadre de réglementation strict, aussi bien sur les banques que sur les assurances. Il n'y a pas de trade-off ici. La stabilité financière, ça signifie aussi qu'il faudrait être attentif au risque de bulle. On est tout à fait conscient, la BRI l'a dit d'une manière peut-être un peu forte, un peu exagérée, mais elle n'a pas entièrement tort de dire que dans une période où les taux d'intérêt vont être très bas pendant très longtemps, il y aura des risques pour la stabilité financière, il y aura peut-être des bulles ici ou là, il faudra s'en occuper, mais on ne s'en occupera pas en remontant les taux d'intérêt, ça on peut vous le dire, on s'en occupera avec les autres instruments qui sont à notre disposition. Donc ça, c'est la stabilité financière. Il faut aussi la stabilité budgétaire, ce qui signifie de continuer le désendettement et de ne pas détruire la crédibilité du cadre budgétaire qui vient d'être mis en place et qui vient d'être approuvé dans les différents pays de la zone euro. Alors, il y a de la flexibilité dans les règles. Les chefs d'État l'ont dit, ils ont raison. Il y a de la flexibilité dans le pacte de stabilité. Il y a de la flexibilité pour des pays qui font des réformes majeures. Le terme dans les textes, c'est des réformes majeures. Évidemment, il faut que ces réformes soient prouvées. Il ne s'agit pas d'avoir de la flexibilité pour des réformes éventuellement plus tard, dans le futur, peut-être. Donc, il faut trouver une manière d'établir un lien entre la flexibilité dans le pacte de stabilité et le cadre de coordination des politiques économiques qui existe, avec des recommandations par pays, un suivi collectif, pas seulement par la Commission, mais collectif des pays entre eux. Il faut connecter ces deux dispositifs pour que la flexibilité s'appuie sur des réformes prouvées, mise en œuvre et pas sur des promesses. Et tout ça, ça se fait au niveau européen. Donc on voit bien qu'il faut réinvestir dans l'Europe si on veut que tout ça se développe au niveau européen. Alors, c'est aussi investir dans l'Europe, c'est aussi nécessaire pour créer de la croissance, ça a été dit, je vais le redire. La coordination des politiques économiques n'a pas été prise au sérieux dans les années qui ont précédé la crise. Les pays membres de la zone euro ont considéré que l'euro était une sorte d'acquis, de droit, et qu'ensuite ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Or, l'appartenance à l'euro ne dispense pas d'une bonne gestion de la politique économique, et on l'a vu malheureusement avec la crise. Alors, ce qu'on pourrait faire, là je rentre dans le concret puisque vous vouliez qu'on soit concret, on pourrait avoir une sorte de processus de convergence que je pourrais appeler la convergence 2.0. On a eu la convergence dans les années 90, on pourrait avoir un nouveau processus de convergence où il y aurait une trajectoire de convergence des structures économiques, des politiques économiques dans les différents pays de la zone euro,
un renforcement du marché intérieur, qui est le ciment qui tient tout ça ensemble, et aussi la création d'instruments communs qui permettent de créer de la croissance. Et à la fin de cette séquence de convergence, il pourrait y avoir des nouvelles formes de transfert de souveraineté, par exemple des éléments d'union budgétaire, des éléments de partage de risques communs, mais évidemment, à condition qu'il y ait eu suffisamment de convergence, à condition qu'on ait recréé de la confiance et qu'on ait recréé de la légitimité démocratique qui permet de mettre des choses en commun. Autrement dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, l'union budgétaire, les eurobonds, ça pourrait venir, mais ça viendra à la fin, quand on aura recréé de la confiance. Il faut d'abord recréer de la confiance en Europe avant de renforcer l'Europe, et ça doit se faire dans cet ordre-là. Dernière remarque, et ça sera très très court. Aussi bien Patrick Artus que Pascal Lamy ont parlé des institutions. Je pense que la condition de la confiance et la condition de la stabilité, c'est aussi de mettre fin à une certaine confusion institutionnelle en Europe. La crise a été gérée par les gouvernements entre eux. La crise a été gérée en renforçant le caractère intergouvernemental de l'Europe et en affaiblissant son côté communautaire. Je pense que c'était inévitable pendant la crise, mais qu'il faut maintenant revenir à une conception communautaire de l'Europe. L'Europe a une chance qui est unique dans le monde d'avoir un cadre de droit avec des institutions démocratiques, dont on peut penser ce qu'on veut. Le Parlement européen a des défauts, mais enfin, c'est quand même une institution démocratique qui vote les lois européennes, qui permet de réguler la mondialisation au niveau de la plus grande région économique du monde, qui est l'Europe. Donc on a la chance d'avoir des instruments pour rester en contrôle de la manière dont on veut gérer la mondialisation au niveau de l'Europe. C'est une chance unique. Si on va vers une Europe intergouvernementale, on affaiblit cette gestion commune de la mondialisation. Et donc, il faut des règles communautaires, il faut un état de droit communautaire pour protéger le consommateur, pour réguler la finance, pour gérer le marché unique. Et d'ailleurs, je trouve assez frappant, je réagis à ce qu'a dit Patrick, mais il n'est pas seul à le dire, que ce sont souvent les mêmes qui se plaignent de la tyrannie du dollar et ou de l'impérialisme extraterritorial américain, et qui aussi, dans le même temps, veulent détricoter le droit communautaire et revenir à une conception intergouvernementale de l'Europe, ou qui reculent devant les transferts de souveraineté nécessaires qui sont nécessaires pour renforcer l'état de droit au niveau européen. Donc là, il y a une contradiction. Si l'Europe veut se protéger, si elle veut être forte dans le monde, il faut qu'elle soit plus communautaire, il faut qu'elle soit démocratique, mais il faut qu'elle ait des institutions fortes qui sont des institutions communautaires. Alors, moins d'intergouvernementalité et plus de communautaire, ça ne va pas forcément plaire à notre intervenant suivant, à savoir l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Sauf si je m'avance. Je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci bien, Patricia. Les fins observateurs que vous êtes tous, vous avez peut-être noté effectivement que mon Premier ministre, David Cameron, n'a pas été en parfaite harmonie avec ses collègues sur les évolutions institutionnelles d'Europe récemment. Je vais vous expliquer ça, pourquoi c'est intimement lié, à notre avis, à la question des réformes nécessaires en Europe. Alors, le message des élections européennes, pour nous, était clair. Le message des chiffres que Pascal a cités tout à l'heure sur les tendances de croissance sont clairs aussi. L'Europe que nous avons actuellement ne marche pas pour les citoyens. Ça ne facilite pas la croissance et les emplois et la création de richesses qui sont essentielles pour nous. Alors, il faut réformer et rénover. Et pour cela, la désignation du nouveau président de la Commission européenne pour David Cameron n'est pas une petite chose. C'est celui ou celle qui va diriger le seul exécutif que nous avons, Patrick, pour le moment, la Commission européenne. Et pour nous, il fallait quelqu'un qui pourrait porter quand même un programme de réforme en profondeur. La tradition a toujours été que le président de la Commission est nommé par les chefs d'État et de gouvernement et puis, dans des cas raisonnés, confirmé par le Parlement européen. Il y a un certain sens là, que celui qui va être en charge de la Commission doit avoir la confiance de tous les membres des chefs d'État et de gouvernement des gouvernements dans le Conseil européen. Cet processus dit Spitzenkandidat est venu du Parlement européen. Ce n'est pas écrit dans aucun traité. Et pour nous, c'était dommage de devoir passer à une vote, de ne pas avoir un choix de possible président de la Commission
pour les chefs d'État et de gouvernement et d'avoir cette quasi-automaticité imposée sur nous. Alors David Cameron a voulu marquer son désaccord avec ça. La vote était contre lui. Nous sommes des pragmatiques britanniques. On a accepté la vote et David Cameron est maintenant en contact avec M. Juncker. Alors ça, c'est pour la procédure. Mais pour l'essentiel, maintenant, pour la nouvelle commission sous la charge de M. Juncker, c'est une tâche lourde de mettre en œuvre ces réformes qui sont nécessaires. Et mes propos seront une sorte d'appel d'action sur les réformes concrètes. Alors d'abord, j'enchaîne sur ce qu'a dit Pascal à côté de moi. Les actions pour les nouvelles commissions, c'est surtout et absolument prioritairement les réformes structurelles. Compléter le marché unique. Nous l'avons dit depuis des années, des décennies, le programme de Lisbonne, etc. Ce n'est pas encore fait. Est-ce que vraiment l'encadrement du marché digital répond aux technologies de rupture qu'on nous a présentées pendant le week-end? 4% de gains de PIB pour l'Europe possible si on a vraiment un marché digital qui fonctionne bien. Services à l'entreprise, 70% du PIB européen, ce sont maintenant les services. Alors complétons le marché pour les services à l'entreprise rapidement. Et puis les marchés, comme disait Pascal, énergie. Est-ce que vraiment on a un marché qui fonctionne au niveau européen d'énergie, ou même ferroviaire ou aérien? Alors il y a les gisements là, de croissance qui peuvent apporter quelque chose aux citoyens, qui sont à portée de main et qui sont écrits dans maints textes. Maintenant, il faut les opérer. Les accords de libre-échange, je parle à côté de Pascal Lamy, il ne les a pas mentionnés. Pour nous, ils sont essentiels avec les États-Unis, avec le Japon, avec l'Asie du Sud-Est. Là aussi, avoir un level playing field pour nos entreprises, d'aller attaquer les marchés, par exemple aux États-Unis, absolument essentiel. Ce vieux principe de subsidiarité, beaucoup décrit, beaucoup appelé de nos voeux, jamais vraiment appliqué. Laissons les États-nations faire ce qu'ils peuvent faire au mieux et réserver au niveau européen ce qui doit être fait au niveau européen. Ça demanderait une discipline inattendue de la nouvelle Commission de réglementer moins, d'ingérer moins dans la vie de nous tous, les citoyens. Ce serait un pas important vers confiance et même popularité si on pouvait exercer cette discipline et réserver l'action européenne là où c'est essentiel et quand nous réglons mieux et moins, et en consultation bien sûr avec les entreprises pour tout ce qui touche au marché unique. Tout ça, c'est bien connu, il faut simplement le mettre en œuvre. Le deuxième chantier, et je termine là-dessus, c'est accepter la flexibilité dans nos structures. La réalité de l'Union européenne maintenant et pour l'avenir, c'est diverse. Quand nous sommes 32, 34, la diversité sera évidente. Nous, les Britanniques, nous nous sentons tout à fait européens, mais pas tout à fait dans tous les cercles de coopération européens. Pas dans l'euro, pas dans Schengen, et durablement out de ces intégrations. Nous sommes tout à fait en faveur de davantage d'intégration dans la zone euro. Vous avez pris le pari de faire la monnaie ensemble, il faut maintenant le compléter avec l'intégration fiscale et économique. Good luck, je dirais. Mais il faut avoir les structures pour permettre les pays comme le mien, et nous ne serons pas le seul, qui veulent rester en dehors de ça, mais quand même pleinement intégrés dans le marché unique. Ça veut dire des articulations au sein de l'Union européenne, ça veut dire accepter la diversité, prendre ça comme un atout pour l'avenir de l'Union européenne, mais mettre en œuvre les réformes en profondeur nécessaires pour cela. Tout ça est possible. À Westminster, de temps en temps, vous pensez en lisant la presse européenne que nous sommes un pied en dehors de l'Union européenne, mais à Westminster, les trois partis politiques sont tous les trois en faveur de ce programme de réforme que j'ai décrit là. M. Cameron aussi veut mettre le résultat d'une réforme à un référendum chez nous, mais lui aussi, il veut faire campagne pour un oui, pour que le Royaume-Uni reste entièrement partie de l'Union européenne, mais ça doit être une Union européenne rénovée et réformée. Et comme ça, investir en quelle Europe?
La réponse de nous est une réforme, une Europe bien réformée. Merci beaucoup. Parole d'entrepreneurs maintenant. Est-ce qu'ils ont confiance dans cette Europe et très concrètement, est-ce qu'ils ont envie encore d'y investir? On va donner la parole à Gerhard Krome, président du conseil de Siemens, qui a lui aussi fait l'actualité économique et politique récente en France. De grands groupes européens, Gerhard Krome, par secteur par exemple, est-ce que c'est encore un rêve européen ou au contraire une marque de confiance, de la confiance que vous pouvez porter à l'Union européenne? Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup. Par nature, je suis optimiste. Mais quand on est optimiste, il faut rester réaliste. Et quand on regarde la situation actuelle en Europe, eh bien, il faut constater que la crise n'est pas encore terminée. Quelles sont les raisons de la crise? En entrant ici, vous voyez tous les bouquins qui sont à acheter. Eh bien, quand vous les regardez, en regardant à gauche et à droite, eh bien, en face, etc., partout, il y a des auteurs qui ont écrit ces livres sur l'analyse. Nous sommes tous d'accord. Quelles sont les raisons de la crise? Eh bien, il y a un manque de réforme de structure. Ça mène à un manque de compétitivité. Ce manque de compétitivité est compensé par le gouvernement par un endettement excessif et tout cela avec des impôts pour les sociétés, pour les ménages, pour les consommateurs qui sont excessifs, mènent au fait qu'il n'y a pas de croissance, et lorsqu'il n'y a pas de croissance, le chômage augmente, au moins il ne baisse pas. Ça, c'est un constat. Deuxièmement, on voit que les banques centrales, ils nous ont acheté du temps. Ce temps-là, en partie, a été utilisé, par exemple, dans la zone euro. Eh bien, on a pris un certain nombre de décisions qui ont renforcé l'euro. Ce n'est pas encore terminé, l'union bancaire, etc., il faut encore que ça vienne. Mais aujourd'hui, il faut quand même constater que la situation de l'euro est beaucoup plus stable que ce n'était pas le cas il y a 3, 4, 5 ans. Deuxièmement, on constate aussi que on n'est pas encore dans l'ensemble, on n'est pas encore sorti de la crise. Et on constate que dans un certain nombre de pays, toutes les réformes sur lesquelles on s'est engagé n'ont pas encore pris la dimension qui était nécessaire. Dans un certain nombre de pays, oui, il faut constater là, une fois de plus, que par exemple l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, etc., là, on a fait des très grands pas dans la bonne direction. Dans d'autres pays, on ne l'a pas encore fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut revenir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait toutes les réformes qui sont nécessaires? Parce que on s'est mis d'accord dans des traités de faire un certain nombre de réformes. On les a, mais on n'est pas entré dans les détails. Là, je reprends quelque chose que Patrick Artus a dit tout à l'heure. On n'est pas allé dans les détails. On a dit, bien, par exemple, on va diminuer l'excédent budgétaire à 3%, mais on n'a pas dit dans le détail comment on veut le faire. Et dans un certain nombre de pays, eh bien, on n'était pas arrivé dans le temps. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des discussions, comment est-ce qu'on peut y arriver? On avait prévu au début de punir les pays qui n'ont pas tenu ou qui n'ont pas respecté les traités. Et dans l'éducation moderne, on sait la punition, c'est une chose, l'incitation, peut-être la récompense, c'est une autre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et là je reviens sur ce qu'a dit Patrick, on parle des arrangements contractuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met d'accord entre pays avec la Commission de Bruxelles, donc ça c'est vraiment un processus de discussion, de compromis à la fin, et chaque pays dit, par exemple, je vais augmenter le salaire minimum, l'autre va dire, je vais le baisser. Un autre pays va dire, eh bien, l'âge de la retraite, il faut l'augmenter, il faut le baisser, l'autre dit, eh bien, comment dirais-je, les charges sociales, il faut les augmenter ou il faut les baisser, ou peut-être même les impôts, il faut les augmenter, il faut les baisser. C'est toujours différent d'un pays à l'autre. Mais il faut se mettre d'accord sur les détails. Et la question, naturellement, est de savoir est-ce que les pays sont prêts à se mettre d'accord sur les détails.
Les expériences du passé ne sont pas toujours très, très convaincantes parce que l'Allemagne et la France, en 2003-2004, ils ont vraiment là commis le péché original en ne pas respectant les traités qu'ils se sont fixés eux-mêmes avec les 3%. Et comme ça, je me souviens encore quand Jean-Claude Trichet, il était vraiment abattu quand il a entendu ce qui a été décidé par le président Chirac et aussi par le chancelier Schröder. Il n'avait pas respecté les 3% et ça a naturellement rendu difficile de dire aux autres pays qui n'ont pas respecté, eh bien, revenir sur ce qu'on s'est engagé. Mais je crois ça pourrait être possible à une condition, et là je viens à quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce sont les relations franco-allemandes. En Europe, rien ne se fait si les deux ne se mettent pas d'accord. Ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas contre la Grande-Bretagne, ce n'est pas contre les autres, mais il faut commencer, il faut mettre un papier sur la table pour pouvoir discuter après, parce qu'à 28, on ne peut pas commencer à discuter, il faut mettre quelque chose sur la table. Et le passé, et là j'en ai déjà parlé avec Pascal Lamy il y a 10 ans, 15 ans, s'il y a un compromis franco-allemand, il peut être accepté par le Nord, il peut être accepté par le Sud, parce que les deux, comment dirais-je, ont suffisamment d'expérience dans leur culture réciproque qu'ils peuvent arriver à l'adhésion des autres. Et c'est la raison pour laquelle il faut des compromis. Pour des compromis, il faut deux partenaires au même niveau. C'est ce que je constate avec, avec beaucoup de soucis. En ce moment, c'est tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il faut par tous les moyens, premièrement, que la France devient forte, compétitive d'un côté. C'est bien pour la France parce que le chômage va baisser, mais c'est aussi bien pour l'Europe parce qu'on arrive à des compromis réciproques. À mon avis, ça, c'est vraiment l'essentiel. Et laissez-moi terminer parce que je vois le beau stop. Vous avez tout vu le match de foot le vendredi soir. Attendez. Les résultats que vous avez vus, c'est le passé. Parce que il y a quelques semaines, il y avait l'équipe nationale des espoirs français jusqu'à 18 ans et l'espoir allemand jusqu'à 18 ans. La France a gagné 3-1. Eh bien, vous voyez, il y a toujours de l'espoir. Merci. Voilà, comme quoi on peut parler du couple franco-allemand et de football, c'est bien. Jean-Dominique Sénard, PDG de Michelin. Quand on préparait cette rencontre, Jean-Dominique, ce week-end, vous nous disiez que pour vous, le renoncement n'est pas une option. Est-ce que néanmoins, aujourd'hui, la boîte à outils économique, pour reprendre un terme connu, est quelque chose qui vous est utile, vous, dans votre vision européenne? Bien, merci Patricia. Répondre à la question investir dans l'Europe, pour nous industriels, c'est quand même un peu investir en Europe. Et la réponse à cette question est bien entendu oui. Pour d'évidentes raisons. Un groupe très mondial comme Michelin, mais très européen par son origine, ne peut que répondre oui à cette question. Il faut songer que l'Europe est notre berceau culturel, notre berceau économique. C'est ce qui a permis, en ensemble géopolitique et géoéconomique, de faire front très vite aux grands concurrents mondiaux. Et par conséquent, pour gagner du temps, je voudrais concentrer mon propos sur quelques tout petits faits, un constat majeur et, si vous voulez bien, quelques propositions pour l'Europe. Les faits sont simples. Illustration de ce que je viens de dire, Michelin consacre aujourd'hui 35% de ses investissements en Europe, ce qui est considérable, pas loin de 700 à 800 millions d'euros. 60% de sa population est en Europe, ça fait 66 000 personnes, ce n'est pas rien. 10% de son chiffre d'affaires en France, mais 35% de son chiffre d'affaires au niveau européen, là aussi c'est significatif. Mais au-delà de ces chiffres-là, je voudrais dire que le marché européen est pour nous un marché quantitatif, bien sûr, avec une très large base, mais très qualitatif aussi.
Et je crois qu'il faut garder ça en tête parce que lorsque l'on parle d'innovation, lorsque l'on pousse la technologie, comme nous essayons de le faire dans le groupe Michelin, des zones comme l'Europe sont extraordinairement motrices parce qu'elles nous entraînent vers l'excellence et nous poussent, je dirais, à améliorer en permanence les performances de nos produits. Et par conséquent, sur ces aspects-là, vous voyez bien que pour nous, comme je le disais tout à l'heure, renoncer à investir en Europe, je dirais, il n'en est pas question. Nous ne pouvons pas, l'Europe est pour nous une option que nous ne pouvons pas refuser. Alors, évidemment, c'est le constat majeur. Nous devons avoir ça en tête avec la perception que la survie à terme des grands groupes internationaux ne se fera que si elle a une base industrielle relativement répartie dans le monde et de façon équilibrée, c'est-à-dire que nous ne fassions pas que la part belle aux pays émergents. Il faut que dans les pays matures, nous soyons investis et lourdement, parce que dans 15 ans d'ici, on en paierait le prix si on ne le faisait pas. Je veux évoquer bien sûr ici la convergence du coût des facteurs. Chacun sait ici qu'elle est en train de se faire. Mon sentiment, c'est qu'elle se fera encore plus vite que prévu. Je ne parle pas simplement de l'augmentation des salaires en Chine ou ailleurs, mais vous verrez, la demande de bien-être dans tous ces pays émergents va accélérer le processus et il faudrait être tout à fait aveugle de décider aujourd'hui de limiter nos investissements dans les pays matures pour ne faire que des investissements dans d'autres pays. En fait, ce que je viens de dire là condamne en quelque sorte la délocalisation. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Évidemment, nous mettons de la technologie dans les pays émergents. Aujourd'hui, pour faire face justement à ce risque de, je dirais, de convergence des coûts des facteurs, il faut de la haute technologie partout. Mais ce serait quand même paradoxal si, dans 10 ans d'ici, on se réveillait avec uniquement de la haute technologie de procédés dans les pays émergents et des pays matures qui n'auraient que la vieille industrie et une industrie qui ne serait pas restructurée. Alors, au-delà de ce constat, je voudrais faire 5 ou 6 propositions, et bien entendu trop rapidement, parce que le temps est compté. Que peut faire l'Europe pour des entreprises comme les nôtres? Si je voulais répondre de façon sommaire, je dirais ça serait bien si l'Europe avait, comme dans toutes les entreprises, une cellule qui fait le relevé des bonnes pratiques et des mauvaises, et qui vise à imposer les bonnes pratiques dans les différents éléments du groupe, y compris dans les parfois récalcitrants, si vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, si on veut répondre un peu plus sérieusement, je dirais d'abord, et ça a été évoqué par Benoît Cœuré, la visibilité et la stabilité. De grâce, allons vite. Nous ne pouvons pas envisager des investissements pour les 40 ou 50 ans qui viennent sans cette stabilité et le sentiment de stabilité. Or, franchement, quand on regarde les questions de réglementation et de législation fiscale, sociale, etc., aujourd'hui, franchement, le constat est que nous n'avons pas, en Europe, aujourd'hui, cette perspective de stabilité. L'autre sujet que je voudrais évoquer, c'est l'harmonisation de grands principes du droit du travail. Il faut que j'aille vite, mais je ne veux pas simplement évoquer ici le code du travail et la flexibilité. Je veux évoquer les bonnes pratiques en matière d'apprentissage. On parlait de l'Allemagne et de la France. Le contraste est saisissant. En Allemagne, la chose est institutionnalisée. Dans toutes nos usines, nous avons des apprentis heureux qui sont là, qui ne touchent pas le SMIC, c'est sûr, mais qui savent qu'ils auront un job plus tard et qui avancent heureux. En France, nous sommes en train de constater que nous limitons les incitatifs à l'apprentissage et nous augmentons les incitations à la création d'emplois dans le service public, c'est-à-dire dans les emplois non marchands. Il ne faut pas se tromper de combat. Si nous voulons harmoniser tout cela et créer des emplois en Europe, il faut à tout prix harmoniser la question de l'apprentissage. Les principes de dialogue social, on pourrait y passer des heures, je ne veux pas malheureusement, et pourtant on y tient tellement. À une époque où on dit qu'il nous faut moins de dialogue social, il faut peut-être l'imposer un peu plus, je dis qu'il en faut plus, mais il en faut plus au niveau de l'entreprise. On n'a pas forcément besoin de loi là-dessus, il faut traiter la question. En Allemagne, ça se fait, pas forcément ailleurs. Lorsque je suis accueilli en Allemagne dans une de mes usines, le patron des syndicats qui est à l'entrée me dit « Président, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider pour passer le prochain cap ?» Ce n'est pas toujours comme ça que je suis reçu en France. Alors je dois aller vite, pardonnez-moi, mais c'est tellement important que l'Europe harmonise enfin cette question fiscale
Arrêtons d'en parler. Je ne parle pas simplement de la fiscalité des entreprises. Certains pays, vous le savez, ont des taux d'impôt sur les sociétés supérieurs à d'autres. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais que ça cesse. Mais je voudrais préférer évoquer la question de l'épargne, la fiscalité de l'épargne, parce qu'elle touche l'investissement. Certains pays ont une fiscalité de l'épargne qui est très peu incitative, pour ne pas dire confiscatoire, et qui décourage complètement l'investissement dans les entreprises. Prenons modèle sur ce qui se passe ailleurs en Europe, il y a une belle pratique à transférer. Permettez-moi aussi de signaler que lorsque Bâle III ou Solvency II approche bien sûr la notion prudentielle de risque, avec tout le respect que je dois aux personnes qui ont mis tout ça en œuvre, mais qui peut-être n'ont pas vu la fin de l'histoire dans l'étude d'impact, parce que le résultat de tout ça, c'est que les grands institutionnels européens, en particulier français, n'ont plus la possibilité d'investir dans nos entreprises et qu'il y a une baisse radicale de leur investissement. Quand on veut accroître les fonds propres des entreprises pour qu'elles investissent, leur donner la stabilité, il faut faire l'inverse. C'est très important. Voilà. Alors, je dois malheureusement aller vite. J'aurais voulu évoquer la politique de l'énergie, qui est aujourd'hui au comble du désordre en Europe. Je rappelle simplement qu'un groupe comme Michelin paye son énergie aux États-Unis 40% moins cher qu'en Europe. 40% moins cher. Et par conséquent, c'est chercher l'erreur sur les 4 grands projets industriels que nous avons aujourd'hui en route, un en Inde, un en Chine, un au Brésil, le 4e est en Amérique du Nord, aux États-Unis. Tout de même, ça fait un tout petit peu réfléchir, ce n'est pas la seule raison, objectivement, enfin quand même. Regardons cette question de l'énergie, il est temps de le faire vite. Voilà. Et puis, enfin, si on veut, au-delà des mots, parler de politique industrielle, essayons quand même de ne pas passer pour démodés ou décalés lorsque l'on évoque les champions européens. Il y a là quelque chose qui tout de même mérite une réflexion de fond, ou alors sinon, il faut arrêter de parler de politique industrielle européenne. Voilà, je voudrais simplement conclure pour vous dire qu'il reste beaucoup à faire. Si je pouvais simplement me risquer à quelque chose, parce que j'ai le droit d'être utopiste ici comme entrepreneur, sur l'Europe. Si seulement un groupe de pays, un noyau dur, revenant peut-être à l'esprit d'origine du traité de Rome, voulait bien se nouer des alliances, et après tout c'est sûrement possible quand il y a un chemin, on peut le trouver, pour que définitivement la partie politique prenne le pas sur la partie économique. Ça peut paraître extraordinaire que je vous dise ça, mais je crois que c'est une des clés aux problèmes que nous avons, parce que j'ai quand même quelques doutes que la gestion d'une Europe à 28, voire à 35, permette de réaliser tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Pour ce qui nous concerne, nous venons de prendre une décision majeure d'investir à Clermont-Ferrand, au centre de la France, un centre de technologie qui sera un des plus beaux d'Europe. C'est un pari sur la France, c'est un pari sur l'Europe. J'aimerais bien qu'on ne soit pas les seuls à le gagner. Je vous remercie beaucoup. Des questions dans la salle? Vous êtes appuyés par la salle. Merci à tous. Un mot, Patrick, 30 secondes, on a 30 secondes. Je sens Jean-Hervé Lorenzi très nerveux, donc je n'aime pas que mon Jean-Hervé soit dans cet état. Donc peut-être trois demi-phrases. On voit bien, il me semble qu'on voit bien les 3 problèmes. Un, est-ce que le cadre communautaire peut gérer la diversité? Je crois que ça, c'est un problème absolument crucial. Donc, solidarité, cercles différents, prise en compte des besoins de réformes différents. Est-ce que c'est faisable? Jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc, voilà. Deuxièmement, est-ce que la BCE peut tenir le temps que les réformes soient faites avec des taux d'intérêt à 0, de la liquidité? Donc, Benoît, dans 10 ans, qui viendra, nous maintiendrons encore les taux à 0 quelques années. Donc, voilà. C'est une course, en fait, entre ce que nous donne la BCE et la vitesse des réformes. Et troisièmement, je reviens sur mon doute, tous à ma gauche ont dit si on fait les bonnes réformes structurelles, c'est gagné, ça va marcher. J'ai d'énormes doutes. Faites les bonnes réformes structurelles dans le South Dakota, c'est pas gagné. Donc on a besoin d'autre chose que la réforme structurelle et je crois que ceci est un point de réflexion important. Merci beaucoup.